Merci Michel, tu me fais bien trop d'honneur. Merci d'avoir organisé ça comme un professionnel que tu es toujours dans la typographie et dans tes autres activités. Alors, Michel m'a proposé du coup cette intervention il y a déjà plusieurs mois qu'on a imaginé ensemble pour parler d'intelligence artificielle, un sujet chaud. C'est également le sujet que j'aborderai vendredi à l'UQAM si vous pouvez venir. Ce sera pas tout à fait le même contenu, j'aborderai plutôt les enjeux historiques et de généalogie vendredi, alors qu'aujourd'hui ça va plutôt être sur les enjeux éthiques et créatifs de l'IA. Voilà, j'ai essayé de faire un contenu le plus accessible possible pour m'adresser au public varié qu'on a dans la salle et je vous remercie encore d'être là. Juste pour compléter ce qu'a dit Michel, pour me citer un petit peu plus, je suis professeur associé, alors je ne sais pas si c'est les mêmes titres au Québec, et responsable des projets de recherche du corps enseignant de la Haute École d'Art et Design de Genève. C'est une école d'art. En Suisse, ce que vous faites dans les cégeps et l'université se passe plutôt dans les écoles d'art. Ça dépend des pays. Et sur mes propres recherches, je travaille sur les technologies émergentes avec trois sous-thématiques ces dernières années. L'intelligence artificielle, ce sera l'objet du jour. La blockchain, j'en parlerai pas, et le gaming non plus. Et j'essaye de me demander voilà, comment ces technologies peuvent contribuer à autre chose que faire de l'argent, pour le dire le plus rapide possible, comment ça peut aider les créations et comment ça peut façonner à la manière plus soutenable sans du coup nier tous les problèmes qu'il y a. Il faut déjà les comprendre afin de proposer des alternatives plus justes. Quelques mots sur mon école, juste une slide. Donc, c'est une école qui a 800 étudiants et étudiantes. Voilà, c'est plus petit qu'ici. Moitié en art visuel et moitié en design. Et pour ce qui concerne le design, ça comprend de l'architecture d'intérieur, de la mode, du design graphique et du design d'interaction. Alors, on attaque tout de suite le sujet du soir. Donc, définition basique. On va rentrer après dans plus de détails de l'intelligence artificielle. Malgré comment dire, l'emballé médiatique de ces deux dernières années, c'est quelque chose qui est en fait beaucoup plus ancien, qu'on peut faire remonter à minima à la Seconde Guerre mondiale, à l'après-Seconde Guerre mondiale, avec les travaux de cette personne, Alan Turing, qui en fait a joué d'ailleurs un grand rôle dans le conflit armé, mais ce n'est pas l'objet de ma conférence ce soir, qui du coup a défini l'intelligence artificielle comme la simulation de l'intelligence humaine par les ordinateurs. Définition basique, mais ça permet de se comprendre pour démarrer cette intervention. Et d'ailleurs, c'est la même personne, Alan Turing, qui invente aussi l'ordinateur tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Donc quelqu'un vraiment d'incontournable. Je conseille d'aller voir Wikipédia pour en savoir plus sur cette personne. Alors, j'attaque tout de suite par une série d'idées reçues qu'on pourra avoir sur l'IA, puis on en reprendra quelques-uns par la suite, peut-être pas tous. Donc, j'ai fait un espèce de bingo de l'IA, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de figure, hein. C'est des sortes de clichés qu'on peut cocher au fur et à mesure, donc j'espère en cocher aucun ce soir. Alors, l'IA replacera les humains? Ben non. Alors, la réponse est simple, hein. La réponse à ces 9 carrés, c'est non. Non, ça va remplacer certaines tâches et il faut plutôt penser en termes d'addition, de complément plutôt que de remplacement. Je fais les réponses courtes et après j'y reviendrai par la suite. L'IA est juste un outil. Celle-ci est un peu plus vicieuse. Non plus. Non plus, c'est pas un outil. C'est pas quelque chose qu'on peut comparer à, je sais pas, un marteau ou un tournevis. Parce qu'en fait, ça contient du code, ça contient beaucoup de données. Donc, il y a des dimensions cachées, scriptées, programmées, qui font que c'est pas comparable aux outils matériels traditionnels. On aimerait bien que ce soit un outil, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que c'est si c'est pas un outil? Moi, je propose de dire que c'est un système politique. Mais on y reviendra après. L'IA nous coupe du reste du monde, bah, non plus. C'est quelque chose qu'on entend sur les technologies en général, mais si on prend par exemple le champ du jeu vidéo, bah, c'est prouvé par des études que les personnes qui pratiquent des jeux vidéo de façon intensive ont plus de contacts dans la vie physique que les autres personnes, par exemple. L'IA sera toujours inférieure à nous. Alors, je ne sais pas si c'est non, peut-être. En tout cas, ça dépend ce qu'on mesure. En fait, à chaque fois qu'une technologie apparaît, ça redéfinit ce qu'est l'humain. Voilà, j'y reviendrai là-dessus en conclusion. L'IA va résoudre tous nos problèmes? Ben, malheureusement, non. Il y aura toujours des problèmes dans la société. Des nouveaux problèmes vont se poser avec l'IA. Donc, ce n'est pas un bouton magique qui va tout résoudre d'un seul coup de baguette magique. Pas du tout. L'IA rendra tout le monde créatif? Malheureusement, non plus. Pour vous en convaincre, il suffit de regarder toutes les images qui sont générées avec les systèmes grand public qui, en fait, ben, voilà, on peut soi-disant tout faire, mais on voit que les mêmes images, c'est-à-dire des voitures, des néons et des femmes dénudées. Donc voilà, si c'était ça l'objectif, il est visiblement assez raté. Et il y a besoin de designers, du coup, pour faire autre chose que ce que je viens de vous dire.
L'IA, c'est seulement la Silicon Valley. Alors j'en reviens, j'étais à San Francisco ces dernières semaines, mais non, plus notamment le premier pays au monde qui développe de l'IA, c'est la Chine. Voilà, donc c'est pas, il y a deux gros pôles, mais la Silicon Valley est un des deux, et du coup, il y a d'autres histoires de l'IA qui se passent ailleurs. L'IA, c'est comme de la magie, non, c'est derrière beaucoup de données, beaucoup d'informatique, beaucoup de traitements, on y reviendra après, donc c'est pas du tout quelque chose qui est immatériel, qui sort de nulle part. Et l'IA sera toujours meilleure? Non plus. Non plus, c'est une longue histoire. Je l'ai dit, ça remonte à minima à l'après-Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu des moments où ça marchait plus. Ça a dû s'arrêter. Il y a ce qu'on appelle des hivers de l'IA. C'est des entreprises très prestigieuses qui ont fait faillite. Et donc, c'est pas parce qu'on est à un point A aujourd'hui qu'on sera au point D dans quelques années. Les technologies n'évoluent jamais de façon linéaire. Et donc, il faut toujours se méfier de ça. Mais j'y reviendrai aussi en conclusion. Ouais, donc moi, ce qui m'intéresse, cette question-là, c'est pas de savoir si l'IA sera toujours meilleure ou moins chère. La question, c'est plutôt quelle est la qualité de ce qu'on produit avec. C'est pas juste de remplacer pour moins cher ce qu'on fait déjà. Ça peut être utile, mais à vrai dire, c'est pas vraiment un enjeu créatif, c'est plutôt un enjeu de manager, éventuellement, ou d'économiste. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux plutôt que moins cher. Et ça, c'est une question plus compliquée. Ça, quand on se dit, voilà, l'IA va remplacer les designers, ça remplace certaines tâches que font déjà les designers. Mais la question plus compliquée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau et de plus intéressant qu'on ne pouvait pas faire sans l'IA. Autrement dit, c'est comment on peut faire de l'IA un nouveau médium créatif et pas juste un remplacement des anciens médiums. Et si on prend cette question-là, c'est plus compliqué, mais on verra des exemples après. La conférence que je vous donne ce soir, elle est basée en grande partie sur ce petit essai qui a été publié il y a déjà un peu plus d'un an par mon école. Vous l'avez en libre accès en ligne, y compris en version audio pour les personnes dans la salle qui n'aiment pas lire. Les étudiants, je vous vois, j'ai les mêmes, je vous rassure. Donc voilà, vous pouvez le consulter sur Spotify, YouTube, etc. ou Apple Podcast. Donc voilà, pas d'excuses. Et il est également bilingue si vous préférez lire en anglais. Alors, première grosse partie, après cette intro, on va rentrer dans les enjeux politiques de l'IA. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de défis. Et je précise par avance que certaines images que je vais montrer sont choquantes et contiennent des scènes notamment de racisme. Voilà. Alors, biais et risques de l'IA, voilà, je viens d'en parler. Renforcement des inégalités, c'est un risque assez majeur. Pourquoi on a ce risque-là? Les IA génératives, il y a beaucoup de types d'IA. Donc, ce dont je vais parler ce soir, c'est un type d'IA qui est apparu dans les années 2010, qu'on appelle l'apprentissage automatique, machine learning en anglais. C'est une des familles de l'IA, il y en a d'autres, mais c'est celle qui aujourd'hui, à 99%, tout ce qu'on connaît aujourd'hui est basé là-dessus. Comment ça marche? J'ai enlevé la partie technique, mais je vais quand même la dire à l'oral très rapidement. En gros, on aspire plein de données, de fichiers qui sont sur le web, des millions et des millions de fichiers. On met tout ça dans un programme qui va remixer tout ça et qui va nous donner des synthèses statistiques de ces données. Donc, c'est de la probabilité. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais j'y reviendrai dans les questions si vous voulez. Et donc, ces données, donc forcément, les résultats qu'on a à la sortie sont en grande partie basés sur ce qu'on met au début. C'est un peu comme une digestion. On ingère des choses, puis ça ressort au bout d'un moment. Et donc, les données du web ne sont pas les données de toute l'humanité. Ça ne reflète pas toutes les cultures dans le monde, loin s'en faut. Et en plus, ce n'est pas toutes les données du web, c'est en plus certaines données du web. On sait à peu près lesquelles. Les IA génératifs comme ChatGPT, c'est basé en grande partie sur Wikipédia, sur Reddit, je ne sais pas si vous connaissez ce forum, Reddit qui est assez marqué politiquement, et puis des médias comme le New York Times. Donc ça donne un mélange assez bizarre, mais du coup qui va orienter forcément ce qui va être produit avec. Donc ça va refléter des cultures, une vision culturelle du monde qui est majoritairement nord-américaine. Et donc ça va renforcer les inégalités, que ce soit socio-économiques, de race ou de genre. On voit un exemple à droite. Donc si on demande une des applications majeures de l'IA, une des premières, c'est la reconnaissance d'image, être capable de reconnaître le contenu d'une image. Et donc on voit que par exemple les IA de reconnaissance d'image voient des armes à feu partout. Parce que du coup, c'est basé sur une culture nord-américaine, en tout cas même américaine. Je crois qu'il y a moins d'armes à feu au Québec, heureusement. On voit aussi qu'il y a des continents entiers qui sont sous-représentés, voire presque pas représentés, notamment l'Afrique. Donc voilà, déjà, on voit que là, on a un souci, c'est qu'une technologie qui se veut universelle ne l'est pas du tout, comme souvent avec les technologies. Et donc, ça va, du coup,
refléter un état du monde déjà inégalitaire et en plus amplifier des problèmes déjà existants. Donc l'IA n'est pas seulement un miroir, c'est aussi une caisse de résonance et un peu un mégaphone des problèmes qu'on connaît actuellement. De la même façon, l'IA va renforcer les stéréotypes. Ici, donc un exemple avec, c'est Midjourney, je crois, qui est utilisé ici, le générateur. Donc c'est un exemple de 2023. Donc vous avez entre guillemets le prompt, donc la requête qui a été donnée à Midjourney pour générer ces images. Donc une photographie officielle d'un ou d'une, parce que l'anglais n'est pas genré, membre du Congrès américain tenant un chat ou une arme à feu de façon photoréaliste. On voit qu'on n'a que des hommes plutôt relativement âgés, blancs. Voilà, alors qu'on n'a pas donné d'indication d'âge, de genre, quoi que ce soit. Donc c'est ça qui est donné par défaut. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête avec les IA, c'est qu'en fait, que ce soit des textes, des images, vidéos ou même 3D plus récemment, l'IA va toujours donner un résultat à une réponse et va jamais dire je sais pas ou j'ai besoin de plus d'informations. Il y aurait bien l'autre exemple, discrimination. Alors ça, c'est un peu plus, comment dire, subtil en quelque sorte, mais on voit dans cet exemple d'autochtones, c'est, je pense, un sujet sensible au Québec. On voit que du coup, c'est un article fascinant de Medium sur le sourire américain qui du coup va être appliqué à des populations qui n'ont pas ce genre de faciès ou d'expression de visage. Donc c'est un peu comme aussi, peut-être vous avez vu des publicités qui vont animer des photographies en vidéo, mais en fait, c'est pas neutre du tout. L'animation est codée culturellement, le sourire, les expressions du visage. Et donc ça va également être basé sur les données sources qui sont du coup pas forcément pertinentes par rapport à ce qui est généré avec. Voilà, j'ai parlé de racisme. Ici, un exemple récent de Midjourney 2023. Donc voilà, une photographie d'un singe, etc. Et on a ce genre d'image. De la même façon, ici, on demande, je ne sais plus quel générateur, Stable Diffusion, voilà, c'est marqué. Un modèle libre de droit. Alors, il faudrait voir quel jeu de données est derrière. En l'occurrence, il faudrait remonter à l'article de Bloomberg, mais cet article est absolument fascinant sur les biais éthiques de l'IA générative. Donc ici, on a demandé, le prompt est marqué en haut, une photographie en couleur d'une personne terroriste. C'est pas genré non plus. Et donc, on n'a que des hommes avec des turbans de faciès plutôt arabes. Et inversement, si on demande une représentation d'une personne architecte, on n'a que des personnes blanches et même plutôt des hommes avec des costumes. Alors sur le genre, même type de problème ici, donc c'est toujours l'article de Bloomberg, si on demande des professions. Donc ici, là, les images, c'est un peu une moyenne des images obtenues. Donc on a superposé les images pour en tirer ces portraits un peu flous. Et donc on voit que architecte s'attend plutôt vers des hommes blancs et les personnes qui font le ménage, plutôt de faciès type plutôt asiatique et féminin. Donc voilà, on voit du coup, pareil que sur les professions, c'est très genré dans ce que ça donne, on va dire, entre guillemets, spontanément ou par défaut. Voilà, donc là, c'est assez déprimant comme enjeux, mais c'est important de les garder en tête. Là-dessus s'ajoutent encore d'autres problèmes, comme ce n'était pas suffisant. Les enjeux de privatisation. Aujourd'hui, dans le monde, on n'a qu'un tout petit nombre d'entreprises qui sont capables de collecter des données en très grand nombre et de les traiter. Ça demande beaucoup de stockage et beaucoup de calculs. À vrai dire, on peut les nommer. Hein. Donc, il y a grosso modo Facebook, c'est Meta, le groupe qui est derrière, Google, IBM, ce genre d'entreprise, OpenAI. Mais voilà, on va arriver à une petite dizaine d'entreprises seulement qui sont capables d'opérer à grande échelle. Et donc, je parlais tout à l'heure des US et de la Chine. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a maintenant une situation géopolitique assez préoccupante, avec du coup la promesse d'un Internet ouvert à l'échelle mondiale qui est rompue. On se dirige vers ce que, pas Tariq Krim, qui est chercheur en France, mais une autre personne appelle le splinternet, donc un Internet qui serait séparé en diverses zones géographiques. C'est déjà le cas aujourd'hui. Par exemple, si vous allez en Iran ou en Russie ou en Chine, c'est pas du tout l'Internet tel qu'on a ailleurs dans le monde. On a vraiment une fragmentation du cyberespace avec du coup une espèce de nouvelle zone de guerre pour lesquelles on n'est pas encore préparé aux enjeux qui se passent aujourd'hui. Ouais, une nouvelle guerre froide entre du coup les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, telle qui se déroule maintenant pour accéder à ces puissances-là. Ça, c'est un article qui date de 2018. Hein. La situation était déjà ancienne, mais c'est pas malheureusement pas arrangé depuis. En Chine, la situation est un peu différente. Il y a plus, en tout cas, la censure est différente. Je dirais pas qu'il y en a plus, parce qu'à vrai dire, elle est plus insidieuse en Occident, mais il y en a quand même.
En tout cas, en Chine, elle est plus explicite. Donc, par exemple, si vous demandez à représenter le président chinois avec Midjourney, ça ne marchera pas. Donc, le programme ne va pas vous donner la chose. C'est-à-dire, ça ne vous le donne pas si vous faites ça en Chine, mais ça ne vous donne pas non plus si vous lancez Midjourney depuis le Québec. Hein, que ce soit bien clair, c'est dans le système entier. Alors, il y a des façons de contourner ça, mais voilà, c'est un peu le chat et la souris. Mais voilà, il y a tout un tas d'expressions qui sont bannies de Midjourney sur demande du gouvernement chinois. Alors, autre enjeu éthique, les enjeux de désinformation, c'est une thématique très actuelle avec les élections aux États-Unis sur l'utilisation de ces technologies pour désinformer la population. Alors, c'est pas du tout anecdotique. Si on prend Elon Musk qui a racheté Twitter, qui après l'a renommé X.com, il l'a acheté il y a déjà un peu plus de 2 ans, donc on peut déjà tirer un bilan. En tout cas, pendant les élections américaines, Elon Musk, sur son propre compte sur X.com, a comment dire, partagé ou même produit des vidéos qui sont fausses de Kamala Harris, faites avec de l'IA, sans le mentionner, et ces vidéos ont été vues ont été vues plus de 1,5 milliard de fois. C'est quand même assez considérable en termes d'audience, pas du tout anecdotique, sur le poids que ça peut avoir dans des élections dont le résultat est parfois très serré en bout de course. Donc on arrive maintenant dans un monde qu'on peut appeler de post-vérité, avec une difficulté de plus en plus grande à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est factuel et ce qui ne l'est pas. Et du coup, il faut considérer assez vite que du coup, ce qu'on voit en ligne est par défaut faux, jusqu'à temps qu'une tierce personne ou qu'un tiers de confiance vous dise que c'est vrai. Alors ça peut aller sur des vidéos, enfin des images fixes, pardon, des vidéos, mais du son également, y compris en temps réel. C'était il y a déjà plus de 6 mois, je crois, un dirigeant d'une grande entreprise pensait assister à une vidéo Zoom avec 6 ou 10 de ses collègues proches. Et en fait, c'était des avatars générés en temps réel qui, du coup, lui ont extorqué une grosse somme d'argent. Voilà. Donc, certaines personnes ont déjà mis un mot de passe humain, en quelque sorte, avec leurs proches, qui fait qu'au téléphone, si vous recevez un coup de fil de quelqu'un de votre entourage, vous pouvez demander ce mot de passe pour être sûr que ce n'est pas une IA qui, en fait, vous appelle à la place de votre connaissance. On en est là. Voilà, un exemple déjà ancien, presque préhistorique, hein, de 2021, ici avec Tom Cruise, mais les progrès ont été assez stupéfiants ces dernières années. Autre enjeu éthique, et là il intéressera davantage, encore que j'espère que le reste vous concerne aussi, mais les personnes dans la salle en tant que designers, les enjeux de précarisation, en fait, c'est un mot qu'il faut souvent utiliser, que je propose d'utiliser. Quand on parle d'automatisation, il faut souvent le remplacer par précarisation. C'est souvent une façon de masquer les choses. À savoir que du coup, l'IA, c'est pas quelque chose qui va remplacer les humains, mais c'est quelque chose qui va servir à les payer moins, la plupart du temps. Et pas forcément les mêmes personnes. Donc notamment, si on prend l'apprentissage automatique, c'est absolument pas automatique. Il faut déjà beaucoup de données créées par des humains pour que ça fonctionne, mais il faut aussi d'autres humains pour entraîner les programmes, les vérifier et les ajuster. Ces personnes sont souvent pas situées en Occident, mais plutôt, alors on sait à peu près où, hein. C'est souvent en Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines ou en Afrique, notamment au Kenya, pour ChatGPT. C'est ce qu'on appelle les travailleurs, travailleuses du clic. Donc, ces personnes qui vont être payées à des sommes très faibles pour, du coup, améliorer ces modèles. Et c'est absolument pas certain, voire même si on en croit le spécialiste de ces questions, Antonio Casilli, si vous voulez creuser ces enjeux-là, en fait, on aura toujours besoin de ces personnes. Donc, en fait, on va remplacer, comme souvent dans l'histoire de l'humanité, on va remplacer de la main-d'œuvre chère par de la main-d'œuvre moins chère. Donc, c'est pas un remplacement. Enfin, il faut se méfier aussi du remplacement. Ça remplace en général nous, en tant qu'Occidentaux, Amérique du Nord ou Europe, mais ça remplace pas tous les humains. Donc, il y a un raccourci qui, du coup, peut être très problématique si on ne comprend pas ces enjeux-là. Également des enjeux écologiques, tout ça se mélange. Ici, un travail qui est absolument fascinant par les chercheurs, chercheuses Kate Crawford et Vlad Angeler, qui ont cartographié le fonctionnement d'une enceinte Amazon Echo. Donc, c'est ces petits objets auxquels vous parlez et qui vous répondent. Et donc c'est en apparence très simple, très naturel dans l'interaction. Mais pour que ça fonctionne, en fait, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de données, il faut des personnes qui vont entraîner ces modèles, il faut des data centers, des serveurs de données, qui sont très coûteux en énergie, très même encombrants. Il faut aussi des minerais qui vont être souvent prélevés dans des pays en tension, voire en guerre, silicium et bien d'autres choses. Donc voilà, donc tout ça forme un écosystème très complexe qui est représenté ici. Il faut mieux aller voir le site pour zoomer sur la cartographie. Donc on a besoin de plus de travaux de ce type pour du coup déconstruire le caractère magique des technologies. Autre enjeu éthique, l'absence de sémantique. En fait, les générateurs de texte donnent l'impression d'un texte écrit
par des humains, mais à vrai dire, c'est que la statistique derrière. Donc, ça donne des phrases qui ont l'air vraies, mais sauf qu'en fait, il n'y a pas de notion de vérité ou de faux dans les IA. C'est juste calculer la probabilité qu'un mot arrive après un autre. Du coup, ça, c'est super important à garder en tête. Donc, c'est combien de pourcentage de chance à un mot d'arriver après un autre. Donc, c'est pas du tout l'idée de donner des choses vraies. Et à vrai dire, c'est même un problème un contresens assez majeur que d'utiliser ChatGPT pour chercher des choses qui sont vraies factuellement. En fait, c'est pas fait pour ça. C'est très fort pour reformuler, mais ça, je le redire en conclusion. C'est vraiment très fort pour reformuler des choses dont on est sûr que les sources sont justes. Mais si vous voulez chercher des références, ben, en fait, à vrai dire, même basiques, si on demande, peut-être ça a été corrigé depuis, mais il y a encore quelques mois, si on demandait à ChatGPT la date de naissance de Joe Biden, c'est quand même pas l'information la plus dure à trouver, souvent il se trompait. Oui, même sur l'information aussi majeure. Donc, si en plus vous demandez des choses très pointues de quel designer graphique a fait ça ou quelle typographie est comme ci ou comme ça, bah, si ça marche pas sur Joe Biden, qui a beaucoup de données en ligne, il y a peu de chances que ça marche sur des requêtes plus précises. Donc voilà, il faut vraiment vous méfier de ça. Il ne faut pas l'utiliser pour chercher des données factuelles, il faut plutôt l'utiliser pour reformuler des données dont on est sûr qu'elles soient justes. C'est pour ça qu'en fait, on va arriver très vite, enfin à vrai dire, des entreprises sont déjà là-dessus, à des systèmes hybrides qui en fait, on va utiliser des sources de données qui sont faites par des humains comme Wikipédia et on va utiliser ChatGPT pour les reformuler en gardant du coup la véracité des données qui sont à la source. Voilà, autre enjeu, celui de la mythification, bah, il va un peu avec le caractère magique, mais là ici au sens littéral, on a des IA qui sont basées sur des religions. À vrai dire, tout existe, hein, là c'est un exemple, mais toutes les religions sont représentées. Et donc ça va du coup, bah, pour des religions qui sont déjà dogmatiques, encore plus les renforcer et créer du coup des injonctions encore plus fortes. Voilà, je vous montre un seul exemple, mais il y aurait d'autres religions à montrer ici. Voilà, méfiez-vous de ce caractère mythique, mythologique des technologies, qui se voit également dans la façon dont elles sont représentées. Donc avec une collègue en France, on a collecté depuis déjà à peu près un an des images qui sont utilisées pour illustrer des articles qui parlent d'IA, et on voit qu'on a un imaginaire terriblement stéréotypé avec des robots type le film IA de Spielberg, c'est un peu ce genre de truc, enfin ce qu'on appelle IA kitsch avec ma collègue. Donc on voit qu'on a un vrai problème d'imaginaire, parce que ça représente absolument pas la façon dont fonctionne l'IA, c'est pas des robots en tout cas, c'est des programmes informatiques. Alors après, ça peut se mettre dans des robots, mais pour l'instant, c'est encore assez rare. Et de toute façon, les robots même dans lesquels c'est mis ne ressemblent pas à ça. Donc on a besoin de meilleures images de l'IA pour diversifier les imaginaires et surtout avoir des choses qui soient plus justes d'un point de vue scientifique. Donc je vous remercie Michel de ne pas avoir mis ce genre de visuel dans mon invitation ce soir. Je lui aurais dit de changer, mais j'ai pas eu besoin. Autre enjeu, celui de la vie privée, pas des moindres. Quand vous utilisez ChatGPT ou à vrai dire n'importe quel système, sauf open source, où vous gérez le fonctionnement d'IA générative, les données que vous donnez sont enregistrées et mises au pot commun, en quelque sorte, ce qui peut poser beaucoup de problèmes. Un des exemples les plus connus, c'est l'entreprise Samsung, qui avait mis des données confidentielles sur l'entreprise, je ne sais plus dans quel système, mais des personnes qui utilisent le même système ont pu les récupérer en utilisant un système type ChatGPT, je ne sais pas si c'était celui-là. Donc voilà, ne mettez jamais de données confidentielles dans ces systèmes-là, grand public, où vous ne maîtrisez pas la façon dont ça fonctionne. Voilà, et d'ailleurs, ChatGPT ne s'en cache pas. Le passage à ChatGPT 4, il y a déjà environ un an, ils ont remercié tous les internautes qui ont utilisé ChatGPT 3, qui leur ont permis d'améliorer le système pour faire la 4e version. Pareil pour Amazon, etc. Voilà, et puis également les risques de surveillance, évidemment, en Chine, mais pas seulement. Voilà, en Chine, sur la reconnaissance faciale, c'est des vrais enjeux, mais l'Europe n'est pas épargnée et l'Amérique du Nord non plus. La question des droits d'auteur, alors je ne suis pas juriste, mais on pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez. C'est un enjeu également très important, vu que ces systèmes-là fonctionnent à partir de données créées par des humains. Qu'est-ce qu'il en est du droit d'auteur sur les données sources? Alors, c'est une zone grise. Il n'y a pas de réponse arrêtée à ce problème-là. La juridiction ne sera de toute façon pas la même suivant les pays. Et des procès sont en cours actuellement pour du coup des artistes, designers, etc., qui s'estiment voler de leurs travaux. Quelle solution donner? La réponse, elle est très compliquée. Si on dit qu'on va rémunérer les gens à proportion de l'usage, ok, très bien, mais dans ce cas, ça revient à peu près à rémunérer. Peut-être vous connaissez les antibiotiques. Je crois que si on dilue plusieurs fois une goutte de produit dans l'océan, il faudrait plusieurs océans.
On est à peu près à ce niveau de proportion pour l'IA. Donc oui, vous allez peut-être recevoir de l'argent si une image va être utilisée, mais ce sera une parmi plusieurs milliards. Donc ça ne suffira pas de toute façon pour assurer vos frais quotidiens en tant que designer si on bascule sur un système de rémunération à proportion. Donc la question, elle est vraiment complexe sur la propriété intellectuelle et sur les modèles économiques. Mais on y reviendra si vous voulez. Donc voilà pour la première partie sur les enjeux éthiques. Donc ça en fait quand même un sacré nombre, sachant que c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est tout en même temps. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de la conférence sur les potentialités créatives de l'IA. Une fois qu'on a vu tous ces enjeux éthiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça d'intéressant de façon créative? Je vous proposais plusieurs axes de travail qui évidemment ne s'excluent pas. Le premier axe, c'est le plus évident, on peut répliquer, dupliquer ce qui existe déjà. C'est la façon de faire dominante aujourd'hui. Et à vrai dire, elle n'est pas nouvelle dans l'histoire des techniques. On peut se replonger longtemps en arrière avec l'apparition de la photographie il y a environ 2 siècles. La photographie, quand elle apparaît dans l'histoire de l'humanité, en fait, elle va imiter la peinture. Et donc, elle va, entre guillemets, mettre en difficulté sur le plan économique une catégorie de peintres qui faisait ce qu'on appelle des portraits. Et avec la photographie, on peut faire des portraits comme on faisait avec la peinture, mais de façon plus efficace et moins coûteuse. On va du coup imiter le style de la peinture, mais de façon plus rapide, en quelque sorte. Et donc, on en est un petit peu là, avec l'IA générative aujourd'hui. On dit que ça peut remplacer des gens, mais en fait, ça remplace plutôt des façons de faire existantes. Et le vrai enjeu, c'est pas de reproduire, mais c'est de produire quelque chose de nouveau. Mais voyons déjà ce qu'on peut reproduire. Un des exemples les plus connus, et là, on est vraiment... Ça nous replonge loin en arrière dans l'histoire des techniques, avec du coup cette production coordonnée par Microsoft. À vrai dire, ça n'a pas vocation à être une œuvre d'art, c'était une campagne de communication à la base pour la banque ING. Donc c'est le projet The Next Rembrandt, rendu public en 2016, donc c'est déjà assez ancien. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Microsoft? Ils ont analysé 346 tableaux du peintre Rembrandt et ils en ont produit un 347e à la façon de Rembrandt, qu'ils ont imprimé en 3D sur toile. Voilà, donc plusieurs questions se posent là-dedans. Voilà, déjà, est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est même intéressant de produire un 347e Rembrandt, sachant qu'on n'aura sans doute pas le temps dans notre vie de voir les 346 autres. Et puis, la vraie question est beaucoup plus compliquée, c'est comment on produirait un artiste aussi important que Rembrandt aujourd'hui avec de l'IA. Et c'est pas parce qu'on reproduit un peintre qui est mort il y a plusieurs siècles qu'on va rendre obsolète tous les peintres aujourd'hui. Après, il y a des vidéos comme ça qui nous expliquent que c'est très bien fait, très compliqué, que les ingénieurs ont bien travaillé. Et puis voilà, ici sur le processus technique, on a une impression 3D sur toile. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, parce que du coup, de l'impression 3D, c'est évidemment pas de la peinture à l'huile. Donc ça crée aussi une espèce de vue technique assez étrange. Et ça pour vous dire aussi qu'il faut faire attention quand on dit, voilà, ça produit des œuvres d'art. La plupart du temps, là encore, ça produit un objet matériel avec l'impression 3D, mais la plupart du temps, ça produit une image d'œuvre d'art, ce qui est absolument différent. Il y a aussi des vidéos qui nous montrent que c'est très bien fait niveau impression. Bref. Donc ça produit une image d'œuvre, et une image d'œuvre, c'est pas une œuvre, pour plusieurs raisons. Déjà, il n'y a pas de matérialité. Alors, on peut avoir des œuvres qui sont pas matérielles, mais même dans le cas du net art, de l'art avec Internet, ça se questionne. C'est quand même des choses qui sont exposables. Et puis, une œuvre d'art, c'est un consensus social. Il faut que l'œuvre d'art, la plupart du temps, soit exposée pour qu'elle ait une valeur. Il faut qu'il y ait des curateurs qui disent que c'est important, des critiques d'art, etc. Donc tout ça est bien au-delà de l'idée qu'une seule image d'œuvre va fonctionner comme œuvre d'art. Il faut qu'il y ait un consensus autour de ça. Alors, je vous montre d'autres exemples d'imitation. Ici, un exemple qui est plus intéressant que celui de Microsoft, de l'artiste Robbie Barat, qui a fait une collection fictive pour la marque de vêtements Balenciaga en 2018. Donc, il a récolté plusieurs images de la marque dont il a produit après une nouvelle collection de façon statistique. Et en 2018, c'était pas l'état actuel des technologies aujourd'hui en 2024. Donc vous voyez que les images sont plus floues, plus incertaines, elles ressemblent un peu à des croquis, ce que je trouve paradoxalement plus intéressant que ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà, on voit qu'on a des objets qui sont un peu indéterminés, comme ici une espèce de pantalon sac, ce que ne produirait sans doute pas un système comme Midjourney aujourd'hui. On aurait des choses qui seraient entre guillemets beaucoup plus photoréalistes. Est-ce que ce serait plus intéressant? Je ne pense pas. Donc il faut aussi se méfier de l'idée que plus de pixels et plus de réalisme au sens photographique, c'est forcément mieux. Je pense qu'il faut déconstruire cette idée-là. Je vous montre également
audiovisuel de Roby Barat. Et cette collection a été saluée. Alors, les marques de mode souvent recyclent un peu les mêmes choses, hein, dans leur collection. Et donc, cette collection de Roby Barat a été saluée par des critiques de la mode comme paradoxalement plus intéressante que ce que produit la marque Balenciaga habituellement. Alors, dans la pop culture, c'est aussi un phénomène qu'on voit. Ici, je vous montre un exemple sur le mangaka décédé depuis déjà pas mal de temps, Osamu Tezuka. Et ici, l'IA n'a pas été utilisée pour les dessins. Alors, peut-être que ce serait capable aujourd'hui, même si j'en doute, la bande dessinée, c'est très très compliqué. Parce que c'est un art de l'ellipse, c'est un art de ce qui se passe entre les cases. Et l'IA a beaucoup de mal à comprendre le vide, hein, ou l'absence, en quelque sorte. Par exemple, si vous demandez une image de poisson-chat dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux et des éclairs, vous aurez littéralement une image de poisson-chat avec des éclairs, etc. Alors que le métier d'illustrateur, c'est de faire comprendre des choses sans les montrer. C'est pour ça que c'est intéressant. Avec l'IA, on va tout de suite être dans la littéralité. Et dans la bande dessinée, comme je vous le disais, c'est un art de ce qui se passe entre les cases. Et là, ça ne marche pas vraiment. Ici, l'IA a été utilisée pour le scénario, le découpage assez sommaire, et qu'après qui a été exécuté par des êtres humains, avec l'accord des ayants droit d'Osamu Tezuka. Voilà, ou également si vous connaissez un autre exemple sur le personnage de Blackjack, où du coup, pareil, les dessins n'ont pas été générés par de l'IA. Dans la musique également, je montre des exemples un peu de tous les domaines, hein. Ça, c'est varié. Ici, donc un featuring, donc un partenariat fictif entre les musiciens The Weeknd et Drake, si vous les connaissez. Donc voilà, c'est une personne au pseudonyme de Ghostwriter 977 qui a généré cette musique. Donc les musiciens ne se sont jamais rencontrés, n'ont jamais fait cette musique, et qui a atteint le hit des charts à l'époque sur Spotify en mai 2023. Et là, du coup, ça pose une question assez vertigineuse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est de la rémunération de ces musiciens par rapport à ce type de morceaux? Et à vrai dire, la réponse sur le plan juridique, autant sur les droits d'auteur, tout à l'heure sur les données sources, c'est très compliqué de vous donner une réponse précise, mais ici, la réponse, elle est nette. En l'état du droit actuel, les musiciens ne peuvent rien réclamer sur ce morceau parce que ça ne reprend aucune partie de morceaux existants. C'est à la façon d'eux, c'est le style qui est imité, mais du moment que ça ne reprend aucun morceau de musique existante, les artistes ne peuvent rien réclamer dessus. Et donc, ça pose du coup, par extension, une question majeure, c'est qu'est-ce qu'il en serait si demain Spotify se met à produire des morceaux générés et du coup gagne de l'argent sur les abonnements? Du coup, il n'aurait rien à reverser sur les écoutes de ces morceaux, voire même pire, si aucun morceau humain, s'ils enlèvent tout le reste. Du coup, on pourrait faire un système de streaming qui, du coup, où vous auriez un peu tous vos artistes préférés sans aucun morceau que vous connaissez, mais à la façon d'eux, et zéro argent à reverser légalement aux artistes. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il faudra du coup inventer des modèles économiques parce qu'on ne pourra pas en rester là. Il vous reste combien de temps, Michel? 10 minutes. C'est tout? Ok, bon, je vais accélérer alors. Déclinaison, bon, ça c'est moins intéressant, je peux aller un petit plus vite. En tant que designer, on peut aller plus vite avec de l'IA et générer des choses qu'on pourrait pas faire, en tout cas moins faire autrement et humainement. Donc ici, un exemple assez suisse. Alors, si on veut des vaches sur de la belle pelouse verte, et ben du coup, on peut, avec de l'IA, aller beaucoup plus vite que ce qu'on ferait manuellement. On peut également inventer des nouveaux flux de travail, bouleverser les processus existants. Donc ici, un exemple dans mon école qui est déjà qui est vieux de 4 ans. C'est bizarre de dire ça, mais dans technologie, 4 ans, c'est déjà beaucoup. Thinking Machine, où du coup, des étudiants et étudiantes en média design devaient réfléchir à qu'est-ce que ce serait le studio de design du futur. Et donc, ils ont proposé un flux de travail qui part de cartes perforées, donc qui évoqueront peut-être personnes qui connaissent l'histoire de l'informatique. Donc l'idée, leur projet, c'est de créer un flux de travail entier qui permette de générer des contes, donc des fictions, textes et images. Donc, tout d'abord, on va choisir la thématique du conte. Après, on va mettre en page, mais pas comme on le fait avec InDesign ou Affinity. Donc, on va mettre en page avec des gestes le texte. On peut également le traduire, ajouter des images. Bon, j'ai pas toutes les étapes. Et à la fin, donc, on maquette le texte et ça nous donne un livre commercialisable. Et donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a certaines phases du processus qui vont utiliser de l'IA, d'autres qui ne vont pas utiliser d'IA mais de l'informatique, et d'autres qui vont être plutôt analogiques. Et donc, ça donne quelque chose qui est plus compliqué, mais aussi plus intéressant que juste on appuie sur un bouton et ça nous donne quelque chose. Ce qui est un peu la promesse du coup magique de l'IA, mais qui, du coup, si ça fonctionne d'appuyer sur un bouton pour avoir un résultat, en tant que designer, ça ne marchera pas en tant que valeur ajoutée sur le marché, parce que du coup, n'importe qui pourra le faire. Pour avoir des résultats intéressants, c'est possible, mais du coup, il faut mettre les mains dans le cambouis et aller vers davantage de complexité. J'y reviendrai également en conclusion dans les 15 prochaines minutes.
Également sur l'itération ici, un travail du studio Oyo, qui est, je trouve, un studio qui est très, enfin voilà, si vous devez retenir un nom de studio qui fait des choses intéressantes avec l'IA, c'est celui-là. Ici, donc, ils ont agrégé des données dans le monde entier sur des matériaux et ils ont produit un set d'assiettes fictives basées du coup sur les données sources sur tel ou tel territoire. Donc, c'est une réflexion sur les matériaux locaux. On aurait pu faire ça évidemment sans intelligence artificielle générative, mais ça aurait été très long, très coûteux d'avoir plusieurs centaines ou milliers d'assiettes produites de ce type-là. Donc ça, c'est un projet de 2023. Donc ça peut nous donner du coup des idées ou des types de projets qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Notamment, alors bon, lui il travaille dans le marketing, mais j'ai échangé à San Francisco il y a un mois avec une personne vraiment experte dans l'IA. Et lui, il estime que bon, il développe ce genre de système, mais que la technologie, au point actuel, remplace pour lui-même une équipe de 12 personnes. Voilà. Ça lui fait gagner ce temps-là. Je vais passer là-dessus, c'est moins intéressant. Là-dessus aussi. Je vais passer sur cet axe-là. Ouais, si, quand même, ce projet il est intéressant. Donc, plutôt que de reproduire du Rembrandt comme j'ai montré tout à l'heure, donc toujours le même studio, Oyo, un projet de 2018 que j'apprécie beaucoup, qui est très simple à comprendre. Donc, ils ont pris 2 jeux de données. D'un côté, ils ont inspiré le site Alibaba. Si vous ne connaissez pas, c'est le Amazon chinois. Donc, on trouve dessus des drones, des micro-puces, enfin plein de trucs électroniques en gros. Et de l'autre côté, ils ont pris des catalogues de marques de design produits nordiques type Ikea, mais il y en a évidemment des plus chers. Et ils se sont dit, ils ont demandé à une IA de mélanger les 2 types de jeux de données pour créer des nouveaux objets chimériques. Et donc je vous montre un seul exemple ici. Donc c'est ce chandelier qui recharge des téléphones. Et donc là, on voit que c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça questionne l'histoire des objets, les cultures techniques ou les stéréotypes qu'on peut avoir sur telle ou telle catégorie, avec du coup ce potentiel d'hybridation qui, bon, aurait peut-être été possible sans IA, mais ça leur a donné des idées d'objets nouvelles. Et en plus, comme les données sources sont documentées, ils ont été capables de mettre les plans de montage de ces objets directement sur le site GitHub. Ah oui, la question de la scénographie, elle est aussi importante. Ouais, je disais tout à l'heure qu'une image d'œuvre d'art n'est pas une œuvre d'art, et il y a, à vrai dire, assez peu d'exemples de projets artistiques d'IA générative qui se posent la question de comment c'est montré et scénographié. Donc je vous en montre quand même un seul, au moins un, disons, de l'artiste Grégory Chatonsky, un projet de 2023. Donc il a imaginé ce qu'aurait été la ville du Havre en France s'il n'avait pas été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a créé des vues alternatives de la ville qu'il a mis en scène sur du coup les immeubles au Havre en situation dans la ville. Donc où il y a un contraste entre les images générées placées dans l'espace urbain et l'espace urbain existant de façon originelle. Voilà, une autre vue de ce projet. Je vais passer là-dessus. Ça c'est moins essentiel. Ça aussi je peux passer. Je vais passer. Ouais, ça s'est amélioré depuis ce type de choses. Non, c'est pour parler de ce qu'on fait dans mon école sur l'aide. Je vous montrerai à l'aide sur l'IA, je vous montrerai juste quelques exemples, je ne vais pas les commenter tous. Voilà, pour les personnes qui enseignent dans la salle, on a mis en ligne un manuel libre de droit pour enseigner l'IA au niveau bachelor. Donc on a 5 exercices que vous pouvez mettre en place dans vos enseignements qui sont documentés. Donc le PDF est téléchargeable en ligne librement. Voilà, il est basé sur un cours qu'on a à l'école sur l'année sur l'IA, et les exercices ont été refaits par une école partenaire en France. Donc ils sont censés pouvoir être refaits par n'importe qui. Voilà, je mentionne ce projet-là. On fait de la formation continue pour le corps enseignant, etc. On a des projets de recherche. Je vais passer celui-là. Ouais, celui-là, j'en ai déjà parlé. Voilà, je vais juste commenter celui-là, puis après j'arriverai à la conclusion. Playable Cinema, donc c'est un des projets qui était montré, qui est encore montré d'ailleurs à San Francisco jusqu'à fin novembre, qui est un projet de recherche en cours de mon collègue Douglas Edric Stanley. Et donc lui, sa question de recherche, c'est comment on peut créer des nouveaux modèles d'analyse d'image grâce à l'IA. Et plus précisément, il mélange cinéma et jeux vidéo grâce à l'apprentissage automatique. Donc, il a réalisé une installation qui s'appelle Inside Inside. Alors, Inside, c'est un jeu vidéo d'aventure, et donc il rentre dans le jeu Inside, d'où ce jeu de mots. Et donc, voilà, on voit à gauche, on a le jeu vidéo, et à droite, on a un corpus de films. Et donc, pendant que vous jouez à ce jeu Inside avec un joystick, une manette, il y a une IA que lui-même a codée en partie, analyse frame par frame l'image du jeu et propose des séquences de films qui vont être sur le même cadrage que le jeu auquel vous êtes en train de jouer. Et inversement, on peut naviguer dans le jeu
en regardant un film. Donc, du coup, c'est une réflexion sur l'hybridation des médiums rendue possible grâce à l'IA. Donc, c'est un projet vraiment intéressant. Donc, après, lui, son objectif, c'est de mettre en ligne ces modèles d'analyse statistique de l'image afin que n'importe qui puisse en servir. Bon, il faut quand même des compétences techniques vraiment avancées pour aller vers ce genre de projet, mais c'est pour vous montrer voilà, le genre de choses qu'on développe dans mon école côté recherche. Voilà, là, il est en train de travailler sur la nouvelle version de ce projet qui va utiliser des films de western et qui permettra de jouer au jeu Red Dead Redemption 2, si ça vous parle dans la salle. Je passais là-dessus. Voilà, donc tout ça a été exposé à San Francisco, enfin, l'est encore actuellement jusqu'à fin novembre, si vous avez la chance de vous rendre là-bas. Et j'en arrive à la conclusion, le futur des designers graphiques. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ça va devenir? Je donne quelques éléments de réponse. Ça n'a pas vocation à tout balayer. Puis je n'ai pas le boule de cristal, mais je peux quand même vous donner mon avis. Alors, stratégie commerciale. C'est une discussion d'ailleurs qu'on avait avec Michel dans la semaine que j'ai synthétisée sur cette slide. Tout d'abord, la question des délais. En fait, on se pose souvent la question de la qualité, mais à vrai dire, ce que beaucoup de clients veulent, et le constat est assez triste, mais je pense qu'il est juste, beaucoup de personnes cherchent un délai plus qu'une qualité. Donc, c'est déjà des choses qui étaient présentes avant, qu'on force les designers graphiques à aller de plus en plus vite, mais avec l'IA, à vrai dire, la question va se poser davantage parce que du coup, en quelques secondes, quelques minutes, on peut avoir un résultat. Du coup, dans votre coffre commercial, ben, ce sera aussi quelque chose à développer, d'essayer d'aller plus vite sans forcément perdre en qualité. Ensuite, il y a la question du coût, mais à vrai dire, c'est pas non plus ce qui vient en premier. Le temps se joue également dans la relation client. C'est-à-dire que, imaginons que quelqu'un a besoin graphique, une affiche ou quelque chose d'autre. Bah, du coup, il va devoir choisir quelqu'un, écrire à cette personne un email, attendre la réponse, se mettre d'accord sur un devis, relire les conditions commerciales, attendre évidemment le résultat, les pistes, se mettre d'accord sur l'optimisation. Bref, tout ça prend beaucoup de temps. La personne, le ou la designer peut tomber malade, se fâcher, ou bref, donc beaucoup de choses peuvent se produire en termes de friction humaine dans le processus. Bah, une IA n'aura jamais toutes ces frictions-là. Donc du coup, ça veut dire qu'il va du coup également falloir vous améliorer au besoin énormément sur la relation client, parce qu'à vrai dire, c'est ça qui aura le plus de valeur dans l'avenir, la capacité à dialoguer, à réduire la friction avec le client et à faire preuve d'un conseil stratégique que l'IA ne pourra pas donner. Parce que pour qu'une IA générative fonctionne, il faut déjà qu'on sache quoi lui demander. Et la plupart du temps, un client a une mauvaise compréhension de ses propres besoins. Donc c'est une dimension stratégique qu'il faudra vraiment mettre en avant et facturer surtout, parce que du coup, c'est ça qui aura de la valeur dans votre stratégie commerciale. Et si vous, du coup, ben, vous, comme certains étudiantes le font, je n'accuse personne dans la salle, mais en tout cas, c'est le cas dans mon école, peut-être c'est le cas ici également, si vous mettez par exemple 3 semaines à rendre quelque chose à votre enseignant et que vous faites pareil pour votre client, ben, du coup, c'est super inquiétant pour votre client en termes de relation, même si à la fin, vous donnez un résultat qui correspond à ses besoins, ce qui a peu de chances de se produire s'il n'y a pas eu d'échange préalable. Imaginons que ça marche, bah, vous serez payé pour ce projet, mais c'est clair que le client, la prochaine fois, il va être avec quelqu'un d'autre, parce que du coup, dans la relation client, quelque chose n'a pas fonctionné. Et une IA bah, n'aura pas ce problème, parce que du coup, ça réagit en temps réel. Voilà, du coup, la question que vous devez vous poser tout de suite, vous qui finissez vos études ou qui avez fini vos études récemment, qui du coup allez évoluer dès le début de votre carrière dans un monde marqué par ce type de technologie, c'est quelle est votre valeur ajoutée? Si vous n'êtes pas capable de définir quelle est votre valeur ajoutée par rapport à ce type de programme, vous êtes vraiment dans un embarras commercial assez majeur. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire qu'une IA fait mal ou ne peut pas faire? Et si vous n'êtes pas capable d'expliquer ça au client, bah, c'est clair, ça va être compliqué du coup de lui demander de l'argent pour vous payer. Alors, sur les processus de travail, donc ça, c'est aussi une expression que j'ai gardée de mon voyage à San Francisco quand j'ai échangé avec cet expert de l'IA. Lui, alors, bon, c'est quelqu'un qui est vraiment haut placé, qui a aidé le président, enfin, qui a travaillé pour la France pour mettre en place le plan IA commandé par Emmanuel Macron. Lui, ce qui m'a dit comme expression, c'est qu'il faut imaginer des workflows, donc des processus de travail qu'il appelle post-2023. Pour lui, c'est très clair, on ne peut plus travailler comme avant. Donc, il nous faut inventer des workflows qui soient vraiment différents de ce qu'on connaissait aujourd'hui. Et avec les progrès de l'IA, alors pas encore les technologies qu'on a aujourd'hui, mais celles qui vont arriver dans 1 ou 2 ans, que lui-même développe, on peut maintenant planifier des tâches beaucoup plus complexes. Donc, on peut dire à des IA, voilà, prends tel type de données, fais-en telle statistique, mets-les dans un tableau, de ce tableau-là, tu tires une data vise que tu mets après dans une vidéo. Donc, des choses qu'on ne peut pas imaginer du tout aujourd'hui parce que c'est encore trop limité, mais on va arriver là d'ici 1 ou 2 ans à planifier des tâches complexes. Donc, ce sera aussi plus compliqué, plus complexe à faire que du coup juste donne-moi une image, mais du coup ça va être possible. Et donc si vous vous entraînez dès aujourd'hui à rentrer dans ce type de processus, ben, vous prenez de l'avance et je pense que c'est tout à fait souhaitable.
pour vos carrières actuelles ou futures. Donc, en gros, aujourd'hui, on n'arrivera pas à avoir une qualité comparable, notamment en typographie, par exemple, ça ne marche pas bien, à des choses qu'on peut faire de façon, entre guillemets, traditionnelle. Mais il faut déjà, aujourd'hui, vous entraîner à ces workflows post-2023, en quelque sorte. Donc, pour vous donner une idée, cet interlocuteur, lui, quand il rentre du travail en voiture, donc je sais pas, c'est les États-Unis, donc il y a toujours beaucoup de routes, donc il a, je sais pas, 1 heure ou deux de route. En fait, dans sa voiture, il parle à ChatGPT pour l'entraîner, il lui raconte sa vie comme il parlerait à un collègue. Et du coup, au fur et à mesure, ChatGPT apprend de son historique, de ses besoins, et il arrive à faire des tâches beaucoup plus complexes que juste une simple requête sans histoire. Voilà, ça donne aussi des itérations ou des capacités à produire des choses de façon plus rapide, et puis également une blessure narcissique à assumer, donc c'est-à-dire que vous n'êtes plus, déjà vous ne l'êtes pas, mais vous ne le serez encore moins, le seul auteur ou autrice de quelque chose que vous réalisez. Ce sera forcément des productions hybrides, mi-humain, mi-machine, en quelque sorte. Mais à vrai dire, c'est déjà le cas. Quand vous travaillez avec Photoshop et InDesign est déjà aussi le co-auteur de vos productions. C'est des débats qui sont posés de façon très brûlante il y a déjà plusieurs dizaines d'années à l'origine de la publication assistée par ordinateur. Maintenant, on a intégré ça dans les flux de travail. Mais voilà, c'est déjà des choses hybrides qu'on a aujourd'hui, et ça le sera encore davantage avec ce type de technologie. Je vous prends en photo, là, peut-être vous reconnaissez dans les couloirs de Unsik. Voilà, j'ai acheté ça. Oui, c'est du temps réel, hein, mes slides. Ouais, on voit ici qu'on a un workflow pré-2023. Donc, il faudra vous poser la question de comment vous allez actualiser ce type de processus avec les IA, parce que c'est clair pour les gens je suis désolé de vous dire ça, mais pour les gens qui démarrent des carrières de design graphique aujourd'hui, vous ne pourrez pas vivre de vos métiers avec ce type de workflow. Je suis désolé de vous le dire aussi brutalement, mais voilà. Après, faites ce que vous voulez de ce conseil-là, mais ça ne marchera pas. Mais c'est aussi du coup une période assez excitante pour repenser les choses. La conclusion de la conclusion, donc méfiez-vous des promesses marketing. Souvent, les choses en ligne marchent beaucoup mieux que dans la vie réelle. Également, pour bien comprendre les intelligences artificielles, alors je vous ai donné quelques éléments dans la première partie de ma conférence, mais il faut les réinscrire dans une culture numérique et technologique bien plus large. Donc, vous ne vous en sortirez pas sans des connaissances en théorie des médias et en programmation. Par ailleurs, le visuel qu'a fait Michel pour annoncer ma conférence a été produit avec Drobot, donc c'est pas quelque chose qu'il a fait dans, je sais pas, dans Illustrator. Enfin, ça peut pas marcher dans Illustrator, le type de visuel animé qu'il a produit. Et puis, pour avoir des résultats intéressants, vous ne les aurez pas avec des services commerciaux grand public, parce que du coup, votre cousin, peut-être vos parents peuvent aussi les utiliser. Donc, il faudra aller vers des choses plus professionnelles, plus compliquées, donc notamment des modèles libres de droit, et aussi des jeux de données spécifiques, c'est-à-dire que vous devrez entraîner des modèles sur vos propres données, mais les données resteront sur votre machine et donc ne seront pas partagées avec des entreprises. Voilà, donc Assembler l'intelligence était le titre d'un grand symposium dans mon école, également de l'exposition à San Francisco. Donc voilà, l'IA générative, ça c'était sur le tout début de la conférence, donc n'est pas un simple outil, mais un système politique. Et donc, je suis persuadé que les artistes et designers ont un rôle important à jouer dans les futurs de l'IA pour que ça ne reste pas sur les enjeux politiques très problématiques qu'on a vus. Et je vous donne quelques ressources en toute fin de conférence. Donc cet état de l'art qui est en cours, hein, c'est un travail, à vrai dire, à peu près infini, avec une collègue en France qu'on a réalisé sur les enjeux pédagogiques de l'IA, où on a analysé 40 articles qu'on a synthétisés, ce qui vous évite de les lire en entier. Quelques sites web qui peuvent vous intéresser pour creuser ces questions-là, et puis quelques ouvrages. Le premier est le plus intéressant, je pense. Contre-Atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford, en plus c'est traduit en français, ce qui est toujours agréable. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je réponds aux questions dans la mesure de mes capacités. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste pour savoir, tu parlais tantôt des trucs légaux par rapport à l'IA. Est-ce que ça a été réglé, le truc avec Adobe? Je ne sais, non, je ne crois pas. Je crois que c'est en cours. Ouais, je ne crois pas. Je crois pas. Je peux vous donner un autre exemple. Il était question, c'est ChatGPT, je crois qu'ils avaient envisagé à un moment donné de racheter le New York Times pour avoir assez de données sources. Mais je crois qu'ils ont calculé de façon assez cynique que ça leur coûterait moins cher de payer un procès que de racheter le New York Times. Je vous donne juste un exemple dans un autre domaine. Ouais, c'est ce type de questions qui se posent aujourd'hui.
Après, juste garder en tête que le projet, comme j'ai montré là, de Playable Cinema, c'est le genre de projet que vous n'aurez absolument pas avec Adobe, hein. Adobe, c'est devenu une entreprise très conservatrice. Alors désolé s'il y a des personnes ici qui travaillent chez Adobe, mais en tout cas, je pourrais en discuter par ailleurs. Voilà, les abonnements, enfin déjà, c'est devenu des abonnements, les prix des abonnements augmentent et l'innovation est à peu près nulle. Enfin, ok, ils ont mis du IA génératif vite fait dedans, mais si on prend InDesign, c'est un logiciel qui a très très peu évolué depuis des années, qui gère pas la publication web, pas le son. Enfin, il y a plein de choses qui sont mal gérées, il y a des bugs qui sont jamais corrigés. Donc je trouve ça juste honteux, hein, les tarifs d'Adobe par rapport au peu d'innovation qui est mis là-dedans. Donc voilà, je vous encourage très fortement à aller voir d'autres concurrents, d'autres logiciels que Adobe. Ouais, tu parlais de l'entreprise, tu parlais de la censure dans l'IA. Notamment, je sais plus, c'était le président chinois. Ouais, tout à fait. Dans Midjourney, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un sujet qui me touche quand même beaucoup. Là, puis je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Tu sais, genre, parce qu'on sauvage, il y a un certain nombre de sujets qui vont être censurés. Qui a le contrôle de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préconiser? Alors, qui a le contrôle? Bah, c'est les entreprises qui éditent services commerciaux. Donc, si c'est Midjourney, bah, c'est Midjourney, en quelque sorte. L'entreprise a le même nom. Si c'est ChatGPT, bah, c'est OpenAI. Donc, c'est la société qui est derrière ChatGPT, qui, il y a, au tout début, alors ça a beaucoup changé depuis, était non-profit, mais version US. Puis maintenant, c'est plus du tout non-profit. Microsoft a investi une somme assez faramineuse dedans. Donc, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, aussi peu de choses que si vous voulez corriger un bug dans Adobe. Si vous ne travaillez pas chez Adobe ou si vous n'avez pas de pouvoir chez Adobe, c'est à peu près, chanson proche de zéro. Donc, on peut peut-être faire savoir ça au grand public, comme je fais ce soir, mais ben, la seule solution, c'est d'utiliser d'autres systèmes, en fait, qui, du coup, ne sont pas soumis à la censure. Alors, et où la censure se joue, c'est compliqué. Donc là, c'est le travail des chercheurs qui vont documenter les choses, parce qu'évidemment, il n'y a pas de liste publique des mots interdits, ça n'existe pas. C'est très insidieux, ça peut être des synonymes. Et puis, dans le cas des images, il y a aussi tout ce qui touche à la violence et à la sexualité qui est interdit. Donc, c'est une morale très nord-américaine, très américaine plutôt, qui est en jeu derrière. Donc, la seule façon de contourner ça, c'est d'utiliser des systèmes libres de droit sur lesquels vous avez le contrôle total. Donc, si vous prenez Stable Diffusion, qui est un système de génération d'images et de vidéos libres de droit, là-dessus, par exemple, vous n'aurez pas de problème de censure. Mais par contre, c'est pas clé en main comme vous pouvez l'avoir avec Midjourney ou ChatGPT. J'espère avoir répondu à votre question. Mais c'est un enjeu majeur, hein, la censure. Je me demandais, c'est qui crée les programmes comme Midjourney et autres? Est-ce que c'est des gens qui sont plus business, des gens qui sont plus créatifs dans le monde de la tech? Ouais, non, c'est pas vraiment des créatifs. L'entreprise la plus importante, c'est OpenAI, donc qui édite ChatGPT, DALL-E et d'autres choses. Enfin voilà, regardez tout ce que comprend OpenAI. Il y a beaucoup, beaucoup de services derrière. Donc ça, c'est une entreprise, c'est un peu, c'est peut-être presque le seul exemple d'entreprise qui s'est créée, parce que les autres, c'est plutôt des entreprises existantes qui ont basculé vers l'IA, type Meta pour Facebook ou Google, évidemment. Apple ou IBM, donc des entreprises qui sont beaucoup plus vieilles, qui se sont mis là-dedans, mais le seul acteur vraiment nouveau qui peut les concurrencer, c'est OpenAI. Non, c'est pas du tout des gens qui sont désintéressés. Voilà. Comme je vous dis, Microsoft a investi beaucoup dans OpenAI, qui est maintenant intégré dans la suite Office, entre autres. Donc, on voit que tout ça se mélange, chacun se copie, et la question même de l'open source, elle est à vrai dire assez plus complexe que ça en a l'air. On pourrait se dire, si on va vers des choses libres de droit, c'est génial, on va éviter la censure, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que, à vrai dire, c'est comme si je vous donne demain les plans pour faire une voiture ou un Airbus, un avion, ou Boeing, peu importe. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous n'allez pas construire dans votre jardin une usine pour construire des avions. Oui. C'est un peu l'hypocrisie qu'on a avec l'IA, c'est-à-dire que si vous devez stocker maintenant chez vous 5 milliards d'images, je dis un chiffre un peu au hasard, voilà, ça va vous prendre un ordinateur extrêmement puissant. Je ne parle même pas du stockage, mais après du calcul de ces images. Donc il y a une sorte d'hypocrisie derrière l'open source et l'IA qui fait qu'on peut documenter des choses et les mettre en libre accès. En fait, il y a très peu de gens qui sont capables de comprendre ces systèmes-là et d'avoir l'économie pour les faire fonctionner. Donc c'est aussi une façon d'avoir de la main-d'œuvre gratuite que de basculer vers l'open source. Donc, du coup, vous allez me dire, comment on fait dans ce cas, si même ça, c'est foutu? Il y a des solutions émergentes qu'on appelle en fait, voilà, je vais faire un peu de jargon, mais dans ces systèmes d'IA avec beaucoup de données, on les appelle en anglais les large language models, donc les modèles les grands jeux de données. Il y a des chercheurs, des artistes, designers, ingénieurs qui travaillent sur ce qu'on appelle les small language models, donc des petits jeux de données à petite échelle qu'on peut faire fonctionner sur des microprocesseurs. Et là, c'est des choses beaucoup plus stimulantes. Déjà, ça consomme beaucoup moins d'énergie. On peut savoir ce qu'il y a dedans comme données. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller si vous cherchez quelque chose d'utilisable et d'éthiquement à peu près correct.
C'est en tout cas la piste la plus prometteuse aujourd'hui. Euh, Si on a à dire en peu de mots, donc mettons qu'on n'a pas le temps de faire une conférence d'une heure, à quelqu'un qui dit que notre métier va disparaître dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut répondre? Bah, qu'on se posait la même question dans les années 80 avec la publication à Step Ordinateur et qu'il n'y a jamais autant de designers aujourd'hui. Je sais pas, ça vous va comme réponse synthétique? Ça fonctionne pas? Des fois, non. Bah alors, demandez à la personne d'essayer de générer une affiche et puis on verra s'il arrive à se débrouiller. Déjà, il y aura des lettres qui seront même pas dans l'alphabet latin, par exemple. Ouais. Ou s'il y a un personnage, il y a des chances qu'il y ait un doigt en plus ou en moins. On voit que ça marche pas aussi bien que ce que ça promet. Donc je pense pas que c'est le métier de designer qui soit menacé, c'est plutôt les habitudes de travail telles qu'on les a eues avant 2023. C'est plutôt ça le vrai enjeu. Parce qu'évidemment, les designers n'ont pas disparu avec l'application Assisté par ordinateur, mais certains types de designers, oui, par exemple la photo-composition. Je pense que dans la salle, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Voilà, le fait de composer des images avec des films plastiques. Bon, bah ça, c'est clair que si vous étiez photocompositeur et que la PAO arrive, vous êtes un peu dans l'embarras si vous voulez pas changer votre façon de travailler. Donc c'est plutôt ça dont il s'agit. Plutôt d'une mutation dans ce type du colloque à l'UQAM que d'un remplacement dont il faut débattre. Et la question, du coup, se pose pas de la même façon pour des personnes qui sont en fin de carrière, avec tout le respect que j'ai pour ces personnes. Si vous finissez votre carrière, qu'il vous reste 5 ans à faire, bah, vous avez déjà vos clients, vos habitudes, en gros, ça roule, quoi. Vous allez prendre cette vague de façon un peu... Mais pour les personnes qui commencent aujourd'hui, ben, si vous commencez en tant que photocompositeur, vous voyez, c'est un peu de ça dont il s'agit. Une préoccupation sur les conditions de travail qui n'ont pas été nommées. J'appréciais quand même qu'on voit les positifs de l'intelligence artificielle, mais aussi des enjeux. Mais je pense qu'il y a quand même des enjeux au niveau des conditions de travail. C'est vrai pour les personnes plus en fin de carrière. D'ailleurs, quand on parle de métiers qui disparaissent, là, ici au collège, on avait avant toute la chaîne graphique, d'ailleurs, on voyait là, le panneau d'infographie en préimpression, c'est un programme qui a fermé au collège, donc qui va fermer incessamment, le programme d'impression aussi, donc ça a un impact sur des personnes, mais je pense même aux conditions de travail pour les jeunes, parce que quand je vois que les délais vont encore s'accélérer, puis ça c'est un phénomène, je pense qu'on a... Oui, c'est vrai que le métier de design graphique existe encore, mais la technologie, tout en apportant des solutions intéressantes, puis je voudrais jamais revenir à ce que j'ai commencé à apprendre quand j'étais à l'université, travailler avec des tire-lignes et de l'encre, mais il y a une espèce d'accélération quand même qui est provoquée par la technologie et qui semble, on voit avec l'intelligence artificielle, de s'arrêter. D'autant plus que quand je vois qu'il va falloir penser à la valeur ajoutée, ben, ça veut dire que les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, cette valeur ajoutée-là, il va falloir constamment qu'ils la redéfinissent parce que l'intelligence artificielle va constamment, en tout cas, sauf si on tombe dans un de ces hivers de l'intelligence artificielle, mais plus l'intelligence artificielle va être capable de faire les choses que les humains font, plus il va falloir redéfinir constamment cette valeur ajoutée. Donc, est-ce que vous la percevez, Ouais, non, c'est un défi majeur. Bah, c'est là aussi on a besoin des écoles, à vrai dire, pour aussi prendre le temps, des professeurs, des gens qui ont du recul là-dessus, pour explorer ces questions-là qui sont très complexes, hein. Malheureusement, j'ai pas de réponse toute prête. Sur les délais, alors oui, ça va s'accélérer, mais ben, si on repense les processus de travail, on peut aussi aller plus vite. On va pouvoir passer moins de temps sur chaque projet parce qu'aussi on aura un super assistant qu'on aura configuré dans son studio, quoi. Donc du coup, c'est un problème si on dit qu'on va plus vite avec les anciens workflows, mais à vrai dire, si on repense les processus de travail, c'est pas quelque chose qui est si délirant que de penser qu'on peut aller plus vite tout en maintenant une qualité égale, mais à condition de travailler autrement. Sur la valeur ajoutée, oui, je vous rejoins tout à fait. Bah, c'est quelque chose qui doit se redéfinir tout le temps, mais je pense que ça a toujours été le cas dans l'histoire du design. Et là, il y a une accélération ces dernières années, mais avec la PAO, c'est quelque chose qui s'est posé, puis après, il y a eu bien des étapes dans la progression de la PAO, parce que ça faisait pas tout ce que ça fait aujourd'hui. Donc, ouais, mais en tout cas, c'est une question qui doit se poser tout le temps. Et sur la rémunération, je pense qu'on a aussi besoin de conseils ou d'apports de profession, notamment des chercheurs en droit ou en économie. À titre personnel, je travaille beaucoup avec l'université de droit à Genève, avec la fac de droit, avec un collègue juriste spécialiste en droit numérique qui travaille sur les mêmes questions, mais du point de vue du droit. Et voilà, on attend la réponse d'un financement de recherche sous peu, la semaine prochaine. Le projet consisterait du coup à regarder sur 4 ans, de faire une étude vraiment ambitieuse sur le futur des modèles de rémunération pour les métiers de la création. Parce
qu'on ne peut pas rester comme aujourd'hui, notamment le modèle du droit d'auteur. Désolé, mais il est complètement à bout de souffle, il est complètement anachronique dans ce type de monde. On s'en sortira pas avec des droits d'auteur et de l'IA. À vrai dire, c'est comme je disais, c'est la métaphore de l'antibiotique, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup trop dilué dans toutes ces données-là. Donc après, il y a d'autres modèles, ça peut être avec la blockchain, ça peut être avec du salaire universel, enfin voilà, ça peut être, on va explorer ce type de choses pour trouver des façons de mieux rémunérer de la création à l'échelle de la société, parce que si ça ne bouge pas très vite, on va avoir un problème assez majeur, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nouvelles données qui vont alimenter ces systèmes-là, et donc les IA vont être de plus en plus, comment dire, mauvaises, ce qui peut être aussi une bonne nouvelle, si on est anti-technologie. C'est ce qu'on appelle le risque d'asphyxie de l'IA, c'est documenté hein, au niveau scientifique, parce que du coup, au fur et à mesure, la complexité se réduit, le bruit se réduit, et vous avez des contenus de plus en plus plats, en quelque sorte, s'il n'y a pas de nouvelles choses pour l'alimenter. Ma question va être vraiment reliée à l'éducation, puis l'aspect pédagogique, l'aspect institutionnel, je dirais. Évidemment, on a une transformation du métier, c'est bien clair, c'est super bien été exprimé. Il faut évidemment que les programmes, que les écoles s'adaptent. Ici, on est un peu dépendant de ce que le ministère nous apporte comme nouveau programme. On a quand même une certaine liberté de façon locale de s'améliorer, de modifier les choses. Ça reste difficile, je trouve, en ce moment, de se positionner. Ça va tellement vite. En même temps, je pense qu'on ne peut pas juste regarder passer c'est banal. Il faut réagir, il faut trouver des solutions, il faut réfléchir. Puis je me demandais comment ça avait été fait de votre côté à l'AL. Est-ce qu'il y a eu des positions, des énoncés qui ont été établis? Ouais, j'ai pas eu le temps de développer parce que j'ai passé un peu trop de temps sur la partie, mais oui, on a ce plan d'action sur l'IA qui a été mis en place en janvier 23. À vrai dire, on est déjà à la version 2 de ce plan d'action. Ça, c'était la version 1. Donc, qui comprend tout ce que vous avez sous les yeux. Voilà. Il y avait 5-6 projets de recherche qui sont maintenant terminés. Il y a tout ce que vous avez sous les yeux, notamment au niveau étudiant, même s'il y a des liens entre tout ça, notamment l'action principale, c'était ce nouveau cours transversal au niveau bachelor, donc 3h30 hebdomadaires sur l'année. Donc, c'est un cours optionnel pour ces technologies. Enfin, on a 2 jours optionnels par semaine au niveau bachelor. Mais après, il y a aussi des cours qui sont donnés dans les départements de façon plus spécialisée. Donc, ça agit à plusieurs niveaux. Moi, je fais une réponse vraiment rapide, pas dérouler toute cette liste-là. Puis un grand symposium qu'on a donné en avril 24, qui a été poursuivi par l'exposition. Donc, on a vraiment agi, en fait, à vrai dire, le premier niveau, c'est d'agir au niveau du corps enseignant. Parce que si avec une seule personne qui veut bouger, ben, le levier ne sera pas suffisant. Donc, il faut déjà former les profs, et que les profs veuillent se former, évidemment. Sachant que l'attitude d'être anti, ben, elle est assez criminelle, à vrai dire, parce que du coup, on ne prépare pas les étudiants au monde déjà actuel. On peut être contre à titre personnel, mais ce n'est pas une attitude tenable d'un point de vue pédagogique, parce que du coup, ben voilà, il faut faire avec. Moi, je peux être contre les voitures, mais bon, quand même rouler dans la rue. Donc, comment on fait? Donc voilà, il faut vraiment avoir envie de s'y mettre, il faut passer du temps. Peut-être qu'il existe des programmes ici de formation pour les profs. Nous, on en a mis en place un dans mon école. On fait de la formation continue. Du coup, on forme des gens d'autres écoles, d'autres même dans des musées qui viennent se former chez nous sur l'IA. Voilà, je livre ça vraiment de façon très rapide, mais si vous voulez qu'on poursuive l'échange après, je pourrais vous détailler chacun de ces items.